Mon père m'a ordonné de me présenter au mariage de ma sœur sous peine de perdre mon argent pour l'université. Il s'attendait encore moins à ce que je sois déjà diplômé major de ma promotion et que je gagne plus que tous les deux réunis. Je m'appelle Sutton Vale. J'ai 34 ans et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été la fille tranquille. Celle qui pliait le linge pendant que ma sœur Marisol se faisait faire les ongles, celle qui étudiait à la table de la cuisine pendant qu'elle s'entraînait à faire son sourire de mariée devant le miroir du couloir à 17 ans. J'ai grandi dans une petite maison en briques à Chesterfield, dans le Missouri, le genre de quartier où chaque pelouse semblait photocopiée et où chaque mère savait quel enfant de la famille allait devenir quelqu'un dans notre maison. Cet enfant, ce ne fut jamais moi. Je veux vous raconter ce qui s'est passé le jour de ce mariage, car cela a tout changé dans ma façon de comprendre le mot « famille ». Mais pour comprendre le mariage, il faut comprendre l'appel téléphonique. Et pour comprendre l'appel téléphonique, il faut comprendre les 29 années qui l'ont précédé. Je suis né en 1991, 3 ans après Marisol. Ma mère, Deline, était comptable dans un cabinet dentaire, et mon père, Roman, vendait des polices d'assurance commerciale depuis un petit bureau sur Olive Boulevard. Ils n'étaient pas riches. Ils n'étaient pas pauvres. Ils étaient ce genre de gens de la classe moyenne qui croyaient que les apparences étaient une monnaie d'échange et que la valeur d'une famille se mesurait à la fille qui présentait le mieux sur la photo de la carte de vœux de Noël. D'aussi loin que je me souvienne, Marisol était le visage de cette carte. Elle avait d'épais cheveux châtains, une fossette sur la joue gauche et un rire qui faisait se retourner les inconnus dans les épiceries. J'avais des cheveux bruns et raides, une bouche sérieuse et l'habitude de lire des livres à table. Ma mère avait l'habitude de dire devant les invités que Marisol était le soleil et que j'étais l'ombre qui rendait le soleil visible. Elle trouvait cela poétique. Je trouvais que c'était la phrase la plus méchante que j'ai jamais entendue. Et j'avais 8 ans la première fois qu'elle l'a dite. Elle l'a répétée lors de mon 10e anniversaire, devant 6 filles de ma classe. Et l'une d'elles, une fille nommée Priya, m'a regardé avec une telle pitié que je me souviens m'être excusé pour aller aux toilettes et avoir appliqué un gant de toilette froid sur mon visage pour que personne ne me voie pleurer. C'était le schéma habituel. Marisol avait les cours de danse classiques. J'avais la carte de bibliothèque. Marisol avait la nouvelle robe de bal qui coûtait 4 cents. J'avais l'ancienne robe de bal de Marisol d'il y a 2 ans, reprise à la taille par ma mère tout en marmonnant qu'au moins j'avais une silhouette plus menue. Marisol a eu une Honda Civic d'occasion à ses 16 ans. J'ai eu un abonnement de bus et un sermon sur la hausse des prix de l'essence. Quand Marisol a voulu aller dans une petite université privée à Chicago, mes parents ont contracté un prêt hypothécaire sans sourciller. Quand j'ai mentionné à 15 ans que je voulais étudier l'informatique, mon père a ri et a dit que les filles comme moi étaient plus adaptées à quelque chose de pratique comme l'hygiène dentaire parce que j'avais des mains fermes et une personnalité discrète. Le mot qu'il utilisait le plus souvent pour parler de moi était « fiable ». Sutton est tellement fiable. Sutton va s'en sortir. Sutton n'a pas besoin de grand-chose. Cela ressemblait à un compliment, mais j'ai appris très tôt que « fiable » était le mot que les parents utilisaient pour justifier de vous donner moins. Si vous étiez fiable, vous n'aviez pas besoin de célébration. Si vous étiez fiable, vous n'aviez pas besoin d'aide. Si vous étiez fiable, vous pouviez porter le poids que les autres laissaient tomber et personne ne vous en remercierait jamais. Je me souviens du moment exact où j'ai décidé de ne plus jamais dépendre d'eux pour quoi que ce soit. J'avais 17 ans, j'étais en terminale au lycée Parkway Central High, et je venais d'être nommé finaliste pour une bourse nationale de mathématiques. C'était $50 000, renouvelable pendant 4 ans, et j'ai rapporté la lettre à la maison dans un dossier en carton pressé contre ma poitrine comme un cœur. Mon père l'a lu, a hoché la tête une fois, et l'a fait glisser sur le comptoir sans un mot. Ma mère y a jeté un coup d'œil et a dit « C'est gentil, chérie », puis s'est tournée vers Marisol, qui se tenait près de l'îlot de cuisine en pleurant parce que son petit ami n'avait pas aimé sa nouvelle coupe de cheveux. Mes parents ont passé les 40 minutes suivantes à la consoler. Personne n'a mentionné la bourse à nouveau ce soir-là, ni cette semaine-là, ni jamais. Je n'ai finalement pas obtenu la bourse. Je suis arrivé 2e, mais je ne leur ai jamais dit parce que je m'étais rendu compte qu'ils n'avaient jamais posé de questions. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires en 2009 et je me suis inscrite à l'université du Missouri à Columbia, à 2 heures à l'ouest de la maison. Mes parents ont accepté de payer mes frais de scolarité, mais seulement après que Marisol ait terminé ses études d'abord, car ma mère disait qu'il ne serait pas juste de diviser leur attention entre 2 filles en même temps. J'ai donc contracté des prêts étudiants pour mes 2 premières années,
travaillé 25 heures par semaine dans un centre d'appel, et je ne suis pas rentré pour Thanksgiving parce que je ne pouvais pas me payer le billet de bus. Ma mère disait aux proches que j'étais une bourreau de travail. Mon père disait à ses collègues que j'étais indépendante. Les deux mots étaient plus jolis que la vérité, qui était que je ne pouvais pas me payer de ketchup pour mon riz la plupart des semaines, et que je me suis évanoui une fois pendant un cours d'économie parce que je n'avais mangé qu'une pomme en 3 jours. À partir de ma 3e année, mes parents ont enfin commencé à m'envoyer de l'argent. 2000 $ par semestre, viré la semaine précédant l'échéance des frais de scolarité, avec une note dans la case motif qui disait toujours la même chose, fonds d'éducation. Ils adoraient cette expression. Ils l'utilisaient lors des dîners de famille comme s'il s'agissait d'un monument. Ton père et moi investissons dans ton éducation, annonçait ma mère, comme si ces 2000 $ couvraient autre chose que mes manuels scolaires. Pendant ce temps, Marisol avait une carte de crédit sur leur compte sans limite, son appartement à Chicago coûtait 1400 $ par mois, et son voyage de printemps à Canquin était un cadeau de remise de diplôme qui coûtait plus cher que toute ma 3e année. J'ai obtenu mon diplôme en 2013 avec une licence en informatique et environ 38 000 $ de dette d'études. Mes parents n'ont pas assisté à la cérémonie. Ils ont dit que Marisol avait une fête prénuptiale ce week-end-là pour ses premières fiançailles, qui ont finalement été annulées 2 mois plus tard. Mon père m'a envoyé une carte avec 50 $ et un mot qui disait « En route pour le chapitre suivant ». C'était tout le message. En route pour le chapitre suivant. J'ai déménagé à Seattle 3 semaines plus tard parce qu'une petite entreprise de logiciels m'avait proposé un salaire de départ de 72 000 $ par an, et j'aurais déménagé sur la Lune pour une telle somme. J'ai vécu dans un studio au-dessus d'une laverie automatique, j'ai mangé du riz et des œufs pendant 1 an, et j'ai remboursé la moitié de mes prêts étudiants avant mon 24e anniversaire. À l'âge de 27 ans, j'étais ingénieur senior dans un cabinet plus important. À 31 ans, je dirigeais une équipe de 11 personnes. À 33 ans, début 2024, j'avais accepté une offre en tant qu'ingénieur principal dans une entreprise dont vous avez certainement entendu parler, avec un ensemble de rémunération globale qui faisait grimper mes revenus annuels au-delà de 400 000 $. Mais voici la partie qui importe. Mes parents n'en savaient rien, pas le moindre détail. Parce que, vers mon 25e anniversaire, j'avais pris une décision discrète. J'allais les laisser continuer à croire tout ce qu'ils voulaient croire sur moi. Parce que chaque fois que j'avais essayé de partager de bonnes nouvelles avec eux, ils avaient trouvé un moyen de les minimiser. Quand j'ai obtenu mon premier emploi, ma mère a dit que 72 000 $ à Seattle, c'était pratiquement le salaire minimum. Quand j'ai acheté ma première voiture, mon père a dit que les Toyota étaient très bien pour les gens qui n'avaient pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Quand je leur ai dit que j'avais remboursé mes prêts étudiants, ma mère a soupiré et a dit « Eh bien, tu avais moins de dépenses que ta sœur. » Alors, j'ai arrêté de leur dire. Je les ai laissés penser que je galérais encore. Je les ai laissés penser que leurs 2000 $ par semestre, qu'ils avaient continué à envoyer chaque année de mes études supérieures, me permettaient de survivre. Ce n'était pas le cas. Je les avais déposés sur un compte d'épargne à haut rendement sans toucher à un seul centime. Et le matin où mon père m'a appelé pour me menacer à propos du mariage de Marisol, ce compte s'élevait à exactement 41 000 $. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé énumérer ses conditions. Et j'ai souri au téléphone parce qu'il n'avait aucune idée de qui il avait réellement en ligne. L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin fin mars 2025 à 8h47, alors que je versais du lait d'avoine dans une tasse de café dans ma cuisine à Bellevue, dans l'État de Washington. Je me souviens de l'heure exacte parce que ma montre connectée a vibré avec une notification de calendrier pour une révision de conception à 9h juste au moment où je décrochais, et j'ai dû la mettre en sourdine contre ma hanche. La voix de mon père a résonné dans le haut-parleur avec ce ton particulier qu'il utilisait lorsqu'il avait déjà décidé de l'issue de la conversation avant même que je ne décroche. « Sutton, a-t-il dit, nous devons parler du mariage de ta sœur. » J'ai dit d'accord. Je disais toujours d'accord. C'était une habitude que j'avais construite sur 3 décennies, l'équivalent verbal d'un bouclier. Il s'est raclé la gorge. Ta mère et moi avons réfléchi et nous pensons qu'il serait approprié que tu assumes le rôle de préposé aux fleurs. Marisol veut que tu marches derrière elle en tenant un panier de pétales de roses blanches. C'est un petit geste, mais cela compte beaucoup pour elle et pour nous. Préposé aux fleurs. J'ai failli rire. Marisol avait 37 ans, et elle voulait que sa sœur de 34 ans marche derrière elle en dispersant des pétales comme une enfant de 5 ans, mais je n'ai pas ri.
J'ai juste serré le téléphone plus fort. J'ai déjà dit à Marisol que je viendrais en tant qu'invité, ai-je dit. J'ai déjà confirmé ma présence. Il y a eu un silence. Puis mon père a prononcé la phrase qui a brisé quelque chose en moi. Sutton, ce n'est pas une demande. Ta mère a planifié cela avec la coordinatrice du mariage. Si tu ne peux pas soutenir ta sœur de la manière que nous te demandons, alors ta mère et moi devrons reconsidérer le fonds d'éducation auquel nous avons contribué. Nous ne continuerons pas à envoyer de l'argent à une fille qui refuse de faire partie de cette famille. J'ai posé mon café très délicatement sur le comptoir parce que ma main tremblait, et non pas de peur, mais de quelque chose de plus vieux, quelque chose qui attendait. Papa, ai-je dit, es-tu en train de me menacer de retirer l'argent de mes frais de scolarité parce que je refuse de jeter des pétales aux pieds de Marisol? Je te dis quelles en seront les conséquences, a-t-il dit, si tu continues à agir de manière égoïste. Ta sœur ne se marie qu'une fois. Ta mère a le cœur brisé que tu puisses même hésiter. Nous t'avons soutenu pendant tes études pendant des années, Sutton. Des années, et c'est une petite demande. J'ai fermé les yeux. Derrière mes paupières, j'ai vu la version de moi-même à 22 ans mangeant du riz et des œufs, marchant demi sous la pluie de Seattle pour économiser le prix du bus, fixant un sachet de ramen à minuit et calculant si je pouvais le diviser en 2 repas. J'ai vu la version de moi-même à 25 ans assise dans le fauteuil d'un dentiste, s'entendant dire que j'avais besoin d'un traitement de canal, appelant mes parents pour leur demander s'ils pouvaient m'aider avec la facture. Et m'entendant répondre non parce que Marisol venait de réserver un week-end d'enterrement de vie de jeune fille à Napa. J'ai vu la version de moi-même à 30 ans aux urgences d'un hôpital avec une migraine due au stress si forte que je ne voyais plus de l'œil gauche. Vérifiant mon téléphone pour y trouver 17 appels manqués de ma mère parce que le fiancé de Marisol de l'époque l'avait trompée et qu'elle avait besoin d'un soutien émotionnel à 3 heures du matin. Papa, ai-je dit, je veux m'assurer d'avoir bien compris. Si je ne marche pas derrière Marisol à son mariage le 19 avril en tenant un panier de pétales de roses, maman et toi arrêterez de m'envoyer le fonds d'éducation. C'est exact, a-t-il dit. Et c'est mon choix. C'est exact, a-t-il répété. Mais ce devrait être un choix facile, Sutton. La famille, c'est la famille. J'ai pris une longue inspiration. D'accord, papa. Je t'entends. Laisse-moi y réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, a-t-il dit. Dis juste à ta sœur que tu le feras et tout ira bien. Ta mère a déjà choisi la robe. C'est une très jolie couleur rose poudrée. Marisol l'a choisie elle-même. J'ai dit que je le rappellerai. J'ai raccroché. Je suis resté debout dans ma cuisine pendant 1 minute entière, fixant la vapeur qui s'échappait de mon café. Et puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon enfance. J'ai ri, pas un petit rire, mais un rire bruyant, incontrôlé, venu du ventre, qui a résonné sur le carrelage de mon sol et a fait fuir ma chatte rescapée, Poppy, hors de la pièce. Parce que voici ce que mon père ne savait pas. Le fonds d'éducation dont il était si fier, les $2000 par semestre que lui et ma mère m'envoyaient depuis ma 3e année de licence, n'avaient jamais touché à mes frais de scolarité. Pas une seule fois. J'avais remboursé mes prêts étudiants en 2016. J'avais payé en espèces mon master à l'université de Washington, que j'avais complété à temps partiel tout en travaillant à temps plein et dont j'avais été diplômé en 2019 en tant que major de ma promotion. J'avais une plaque dans mon bureau à domicile pour le prouver, posée tranquillement sur une étagère à côté d'une photo encadrée de Poppy portant un chapeau d'anniversaire. Les $2000 que mes parents envoyaient chaque semestre étaient allés directement sur un compte d'épargne à haut rendement auquel je n'avais jamais touché parce que je ne voulais pas de leur argent. Je voulais voir combien de temps ils continueraient à faire semblant que cela importait. En mars 2025, ce compte avait atteint $41 000 et des poussières grâce aux intérêts composés et à des dépôts réguliers. C'était, d'une certaine manière, la chose la plus fiable que mes parents aient jamais faite pour moi. Et maintenant, mon père menaçait de me le retirer comme si c'était le fil qui maintenait toute ma vie unie. J'ai appelé mon meilleur ami Kenji, qui travaillait comme infirmier aux urgences à Harborview et qui était ma personne la plus proche depuis 11 ans. Il a répondu à la 2e sonnerie parce que Kenji répondait toujours. « Tu ne vas pas croire ce que mon père vient de faire, ai-je dit. Il a encore essayé de te faire chanter avec le faux argent des frais de scolarité, a dit Kenji d'un ton plat. Il a menacé de le couper, ai-je dit, si je ne marchais pas derrière Marisol en jetant des pétales à son mariage. Il y a eu un silence. Puis Kenji s'est mis à rire si fort qu'il a dû poser le téléphone.
Quand il est revenu, il a dit, Sutton, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi que tu vas à ce mariage. S'il te plaît, dis-moi que tu vas entrer dans cette pièce la tête haute et laisser ces gens découvrir qui tu es réellement. Je ne sais pas, ai-je dit. Vraiment pas. Une partie de moi veut juste faire l'impasse et ne plus jamais leur parler. Kenji a dit, écoute, je te connais depuis 11 ans, et en 11 ans, tu ne t'es jamais accordé un moment pour toi. Tu as laissé ta famille te couper la parole à chaque fête. Tu as payé le billet d'avion de ta mère pour te rendre visite 2 fois, et les 2 fois, elle a passé tout le week-end au téléphone avec Marisol. Tu as envoyé à tes parents un cadeau de Noël l'année dernière qui coûtait plus cher que tout ce qu'ils t'ont donné réunis. Et ton père a dit à son frère que c'était probablement une contrefaçon. Tu as droit à ton moment, Sutton. Va à ce mariage, porte quelque chose d'incroyable, et sois exactement qui tu es. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. À la place, je me suis approché de ma fenêtre et j'ai regardé l'eau. Le ciel avait ce gris doux de Seattle qui ressemblait à une couverture. J'ai pensé à ma sœur, Marisol. J'ai pensé à la dernière fois que je l'avais vue, à Noël 2023, lorsqu'elle m'avait présenté à son nouveau fiancé, un homme nommé Preston Alderman, en disant « Voici ma petite sœur. » C'est l'intello. Elle travaille avec des ordinateurs ou un truc du genre. Preston m'avait serré la main sans me regarder dans les yeux et avait immédiatement interrogé mon père sur son swing de golf. Marisol had watched the whole exchange with a smile that looked like it had been rehearsed in a mirror. J'ai pensé au mariage, que Marisol planifiait depuis 11 mois. Ma mère m'avait envoyé des nouvelles hebdomadaires par SMS, auxquelles je n'avais jamais répondu par autre chose qu'un emoji pouce levé. Le mariage allait avoir lieu dans un country club à Chesterfield. 300 invités, un bar ouvert, un groupe de musique en direct, et un gâteau à $4000. Mon père avait co-signé un prêt pour aider à le couvrir parce que la famille de Preston, malgré son nom de famille chic, avait refusé de contribuer plus que ce que ma mère appelait une somme symbolique. J'ai pris une décision en me tenant à cette fenêtre. J'allais aller au mariage. J'allais porter quelque chose qui ferait passer un message sans prononcer un seul mot. J'allais être polie, silencieuse et observatrice. Et le moment venu, quand la vérité devrait être dite, je n'allais pas élever la voix. J'allais laisser les faits le faire pour moi. J'ai rappelé mon père à 10h45 ce matin-là, juste après ma révision de conception. Papa, ai-je dit, j'y ai réfléchi. Je viendrai au mariage. Dis à maman merci pour la robe. Les 3 semaines entre cet appel téléphonique et le mariage ont ressemblé au resserrement lent d'un fil de fer. Chaque jour, quelque chose arrivait dans ma boîte de réception ou ma boîte aux lettres, un nouveau détail sur la cérémonie, une nouvelle instruction de ma mère, une nouvelle photo de Marisol qu'elle voulait que j'admire et valide. Et chaque jour, je répondais par une seule ligne, un emoji pouce levé, un court, d'accord, impoli, merci de m'inclure. Je construisais une forme dans ma tête, une forme de ce que je ferais, quand et comment. Je n'ai parlé de cette forme à personne dans ma famille. Je ne l'ai pas dit à Marisol. Je ne l'ai pas dit à ma mère. Je n'ai même pas donné les détails à Kenji. J'ai juste rassemblé mes éléments tranquillement, de la même manière que j'avais tout rassemblé dans ma vie, seul. Le 4 avril, 15 jours avant le mariage, j'ai pris l'avion pour Saint-Louis pour un événement professionnel. C'était un sommet sur le leadership de 2 jours dans un hôtel du centre-ville, et on m'avait demandé de prononcer le discours d'ouverture le 2e matin. Je n'ai pas dit à mes parents que j'étais en ville. Ils vivaient à 22 000 de là, et je ne voulais pas qu'ils le sachent. À la place, j'ai retrouvé une amie d'université nommée Ren pour dîner dans un petit restaurant italien près de Delmarlop. Et je lui ai posé une question à laquelle je réfléchissais depuis une semaine. Ren, ai-je dit, si tu pouvais dire une chose à ta famille, la vérité la plus absolue sur ta vie, alors qu'ils ne te l'ont jamais demandé, comment le dirais-tu? Ren était avocate, une avocate en droit de la famille qui avait passé 14 ans à regarder les gens se détruire mutuellement dans les tribunaux pour de l'argent, de la fierté et de l'héritage. Elle a bu une gorgée lente de son vin et m'a regardé à la lueur de la bougie. Je ne le dirai pas, a-t-elle dit. Je leur montrerai. On peut contester des mots, Sutton. On ne peut pas contester la réalité. Je ne le savais pas encore, mais cette phrase est devenue la boussole de tout ce qui a suivi. Le lendemain matin, je me tenais sur scène dans la salle de bal de cet hôtel et j'ai prononcé un discours devant environ 600 personnes. Le sujet était la culture de l'ingénierie résiliente.
Mais j'ai fini par parler de quelque chose de plus personnel, des travailleurs de l'ombre, de ceux qui ne demandent jamais de reconnaissance, de ceux dont les contributions sont invisibles jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Une équipe vidéo enregistrait le tout car mon entreprise publiait ses conférences sur sa chaîne publique d'ingénierie. Je n'y ai pas trop pensé sur le moment. Je suis retourné à Seattle l'après-midi même, j'ai fait du sport dans ma salle de gym et je me suis couché tôt. La vidéo a été mise en ligne un mardi. Le jeudi, elle comptait 92 000 vues. Le lundi suivant, 3 jours avant le mariage de Marisol, elle avait dépassé les 400 000 vues. Un journaliste d'une publication économique m'a contacté et a rédigé un court portrait de moi, incluant mon titre de poste, mon parcours universitaire et une photo de moi debout au pupitre dans un tailleur bleu marine. Mon téléphone a vibré sous les félicitations de collègues à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Mon téléphone n'a pas vibré une seule fois pour un membre de ma famille, car aucun d'eux ne suivait ma carrière. Aucun d'eux ne l'avait jamais fait. Le mercredi 16 avril, 3 jours avant le mariage, ma mère m'a appelé. C'était la première fois en 2 semaines qu'elle appelait au lieu d'envoyer un SMS. J'ai décroché alors que je préparais mon bagage à main pour le vol vers Saint-Louis. Sutton, a-t-elle dit d'une voix légère et enjouée. Je voulais juste m'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin. Le dîner de répétition a lieu vendredi à 18 h au Country Club. Tu devais arriver pour 17 h 30 pour faire une répétition de ton rôle avec la coordinatrice. Tu as la robe? Tu as les chaussures? J'ai tout, maman, ai-je dit. Elle a marqué une pause. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise. Sutton, je sais que nous n'avons pas toujours été la famille la plus facile. Je sais que ta sœur reçoit beaucoup d'attention, mais c'est son jour, et je veux que nous soyons tous ensemble. Je veux que tu saches que nous t'aimons. Ton père et moi t'aimons. Je m'assis sur le bord de mon lit. Pendant un instant, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Un vieil espoir, la version de moi-même à 7 ans qui avait attendu cette phrase toute sa vie. Et puis, j'ai entendu le bruit en arrière-plan de l'appel, le son de la télévision de ma mère, branchée sur la même émission de télé-réalité sur le mariage qu'elle regardait toute l'année. Elle ne me regardait même pas pendant qu'elle le disait. Elle faisait plusieurs choses à la fois à travers un moment de fausse tendresse. Je t'aime aussi, maman, ai-je dit. Et c'est vrai. Je l'aimerai toujours, même lorsqu'elle ne saura pas m'aimer en retour de la manière dont j'en avais besoin. C'est la vérité étrange et compliquée d'être une fille. Mais l'amour n'est pas la même chose que la confiance. Et la confiance n'est pas la même chose que la permission. Je l'avais aimée toute ma vie, et je ne lui avais fait confiance presque jamais, et je n'allais plus lui donner la permission de me traiter comme elle l'avait fait. Je raccrochai et finis de faire mes valises. Dans ma valise se trouvait la robe de préposé aux fleurs roses poudrées qui était arrivée de chez ma mère 2 semaines plus tôt dans une housse à vêtements avec un mot qui disait « Ne prends pas de poids ». Dans la valise se trouvait également une deuxième robe, une longue robe en soie vert émeraude foncé que j'avais achetée 2 jours après l'appel de mon père dans une boutique de Bellevue pour 1200 $. C'était la robe la plus chère que j'ai jamais achetée. Elle m'allait comme si elle avait été cousue sur moi. Elle avait un décolleté modeste, des manches longues et une petite traîne qui murmurait contre mes chevilles quand je marchais. Elle avait la couleur d'une forêt en fin d'après-midi, et elle rendait mes cheveux bruns presque dorés. Je ne savais pas exactement quand j'allais la porter, mais je savais que je le ferais. J'emballais aussi un dossier. À l'intérieur du dossier se trouvaient 3 documents. Le premier était un relevé imprimé du compte d'épargne à haut rendement sur lequel j'avais déposé chaque centime du fonds d'éducation de mes parents pendant 11 ans. Il affichait un solde de 41 418 $. Le second était une copie de mon diplôme de master de l'Université de Washington, décerné avec la plus haute distinction en 2019. Le troisième était une copie de ma lettre d'offre d'emploi actuelle, qui listait mon salaire de base, mes attributions d'actions et ma prime de performance, le tout totalisant un peu plus de 430 000 $ par an. Je ne savais pas si j'utiliserais le dossier. J'espérais d'une certaine manière ne pas avoir à le faire. J'espérais que mes parents me surprendraient. J'espérais que ma sœur me regarderait avec autre chose que le vague amusement qu'elle me réservait. Mais j'ai apporté le dossier parce que Ren avait raison, on ne peut pas contester la réalité. J'arrivais à Saint-Louis le jeudi soir. Je louais une voiture à l'aéroport, une petite berline grise, parce que je ne voulais pas que quiconque voie le véhicule que je conduisais réellement chez moi. Je m'installai dans un hôtel près de Clayton, à 20 minutes de la maison de mes parents. Je commandai un service d'étage.
J'appelai Kenji. Je me sens calme, lui dis-je. N'est-ce pas étrange? Je me sens plus calme que je ne l'ai été depuis des mois. Ce n'est pas étrange, dit-il. C'est ce qui arrive quand on arrête d'espérer quelque chose d'impossible. J'ai dormi 8 heures cette nuit-là, ce qui était plus que ce que j'avais dormi depuis des semaines. Au matin, je suis allé me promener dans un petit parc près de l'hôtel, et j'ai regardé une femme de mon âge promener un chiot Golden Retriever sur l'herbe. La femme riait. Le chiot trébuchait sur ses propres pattes. Et j'ai pensé à toutes ces petites bonnes choses qui s'étaient produites dans ma vie et dont ma famille n'avait jamais été témoin et ne le serait jamais, et je me suis dit que ce n'était pas grave. Tout ce qui vaut la peine d'être vécu n'a pas besoin d'être vu par les personnes qui vous ont élevé. À 15 heures cet après-midi-là, je me rendis chez mes parents. Ma mère ouvrit la porte en tablier, les cheveux encore dans des bigoudis, le visage déjà crispé par le stress du mariage. Elle m'enlaça brièvement, me dit que j'avais l'air fatigué et me demanda si j'avais apporté la robe. Je répondis oui. Elle me conduisit à l'étage dans l'ancienne chambre de Marisol, qui avait été convertie en zone de préparation du mariage avec 3 portants de vêtements, 6 paires de chaussures et environ 40 photos encadrées de Marisol à chaque étape de sa vie. Je regardai autour de la pièce et je ne vis pas une seule photo de moi. Ce fut le moment où je cessai de ressentir autre chose que de la détermination. Le dîner de répétition s'est tenu dans une salle privée du country club avec des nappes crème, des sous-assiettes dorées et un petit quatuor à cordes jouant dans un coin. Marisol portait une robe de cocktail blanche parce qu'elle avait décidé, à un moment donné de la planification de son mariage, qu'elle porterait du blanc à absolument tous les événements menant à la cérémonie. Ces demoiselles d'honneur, au nombre de 6, portaient des tons roses et beige discrets, et elles gravitaient autour d'elle comme des satellites, riant à chacune de ses blagues, remplissant son verre de vin avant même qu'elle ne le demande. Preston, son fiancé, portait un costume bleu marine et passa la majeure partie de la soirée sur son téléphone. J'étais assise à une table vers le fond, à côté de ma grand-tante Rosalyn, qui avait 81 ans, était à moitié sourde et était la seule personne de la famille élargie à m'avoir régulièrement posé des questions sur ma vie. Tante Rosalyn me serra la main quand je m'assis et dit « Ah, tant mieux. Ils m'ont mise à côté de la plus intéressante. » Je ris pour la première fois de la journée. Le dîner se déroula selon le schéma prévisible d'un événement de la famille Val. Mon père fit un discours qui mentionna Marisol 17 fois, ma mère 12 fois, la famille de Preston 8 fois, et moi 0 fois. Ma mère fit un toast sur sa fierté envers sa magnifique fille, disant que la plus grande joie d'une mère était de voir son enfant trouver le grand amour, et qu'elle avait toujours su, depuis le jour de la naissance de Marisol, qu'elle était destinée à quelque chose d'extraordinaire. Marisol pleura sur commande, s'essuyant les yeux avec une serviette en lin monogrammée spécialement pour le week-end. Puis Preston se leva. C'était un homme grand, mince, avec ce genre de cheveux blonds et fins qui collaient à son crâne. Il avait 39 ans et travaillait comme analyste en investissement dans le cabinet de son père. Il ne m'avait pas regardé dans les yeux plus de 2 secondes à aucun moment de la soirée. Il leva son verre et dit « Je veux remercier Roman et Deline d'avoir élevé une fille comme Marisol. Elle est le rayon de soleil de toutes les pièces où elle entre. Et je veux remercier toute la famille Val de m'avoir accueilli dans une famille qui valorise ce qui compte vraiment, la tradition, les apparences et faire les choses de la bonne manière. Les valeurs, les apparences et faire les choses de la bonne manière. » Il disait cela sans avoir conscience de ce que ces mots signifiaient réellement ou de la manière dont ils résonnaient dans une pièce où la seconde fille avait été silencieusement exclue du toast. Tante Rosalyn se pencha vers moi et me chuchota « Ma chérie, ce garçon va ennuyer ta sœur à mourir en moins d'1 an. » Je me mordis la lèvre pour ne pas sourire. Après les discours, la coordinatrice du mariage, une femme nommée Bethany qui portait un casque, rassembla le cortège pour la répétition générale. Je me tenais à l'arrière en tenant un petit panier en osier qu'un fleuriste m'avait tendu, rempli de pétales de soie pour l'entraînement. Marisol se positionna en haut de l'allée, ajusta ses cheveux et frappa 2 fois dans ses mains, ce qui était apparemment son signal pour que les gens fassent attention à elle. « Sutton, dit-elle, tu dois marcher plus lentement et faire de plus petits pas. C'est mon moment, pas un défilé de mode. De plus, ta posture est bizarre. Tiens-toi plus droite. » Je me tins plus droite. Je fis de plus petits pas. Je marchai derrière elle à la cadence exacte qu'elle souhaitait, dispersant des pétales de soie sur le tapis du country club pendant que Bethany, la coordinatrice, comptait les temps à voix haute. Marisol se retourna 3 fois pendant la marche pour me corriger. Ma mère regardait depuis le côté avec un hochement de tête approbateur.
Mon père était dehors sur la véranda en train de fumer un cigare avec le père de Preston. Quand la répétition fut terminée, Marisol me prit à part près du vestiaire. Elle posa une main sur mon épaule d'une manière qui semblerait affectueuse de loin, se pencha de près et me dit « Écoute, Sutton. Je sais que c'est un grand week-end et je sais que tu te sens un peu mise de côté parce que c'est un peu ton rôle dans la famille, mais s'il te plaît, ne fais rien pour m'embarrasser demain. Ne fais pas de grimaces bizarres pendant la cérémonie. Ne va pas coincer la mère de Preston avec une de tes histoires de travail. Et je le pense vraiment, ne parle pas de politique avec l'oncle Marcus. C'est ma journée. Accorde-moi cette journée. » Elle souriait en disant cela, au cas où quelqu'un regarderait. Je lui rendis son sourire, au cas où j'aurais encore besoin de le faire. Puis j'ai dit, « Marisol, je ne rêverai pas de te prendre quoi que ce soit demain. Je te le promets. » Je le pensais. Je ne lui prendrai rien. J'arrêterai simplement de donner. Je rentrai à mon hôtel à 22h30 ce soir-là. Je m'assis sur le bord du lit, la housse de ma robe vert émeraude suspendue à la porte du placard, et j'appelai à nouveau Kenji. Il répondit depuis sa garde à l'hôpital, où je pouvais entendre le bip d'un moniteur en arrière-plan. « Demain va être difficile, lui dis-je. Pas douloureux, juste difficile. » Kenji dit, « Souviens-toi de ce que tu m'as dit au téléphone la semaine dernière. Tu as dit que tu n'allais pas élever la voix. Tu allais laisser les faits le faire pour toi. » Je m'en souviens, dis-je. Alors fais-toi confiance, dit-il. Tu n'as jamais pris de décision de manière impulsive de ta vie. Quoi que tu fasses demain, tu y as pensé pendant des années, que tu le saches ou non. Nous raccrochâmes. Je m'allongeai sur les couvertures, encore tout habillé, et je m'endormis presque immédiatement. De la façon dont on s'endort quand le corps réalise enfin qu'il a la permission de se reposer. Le mariage était prévu pour 16h l'après-midi du samedi 19 avril. Je me réveillai à 6h30, fis un footing sur un sentier près de l'hôtel, pris une longue douche et déjeunai dans la salle à manger de l'hôtel, seul avec un livre. C'était un mémoire d'une femme nommée Tara Westover, que j'avais déjà lu 3 fois auparavant, mais vers lequel je revenais toujours quand j'avais besoin de courage. Je lus le chapitre où elle retourne chez elle pour la première fois après avoir quitté sa famille, et je soulignai une phrase que j'avais soulignée à chaque fois précédente, celle sur le fait que l'on peut aimer quelqu'un tout en choisissant de lui dire au revoir. À midi, je me rendis au country club. Ma mère m'avait demandé d'arriver 4 heures avant la cérémonie pour aider aux préparatifs, car Marisol voulait que sa sœur participe aux préparatifs. En pratique, cela signifiait que j'ai passé 2 heures à disposer des cartons de table pour 300 personnes, à nouer des rubans de satin sur le dossier des chaises et à faire des courses pour ma mère, qui était dans un état complet de panique contrôlée. Marisol était dans la suite nuptiale en train de se faire photographier pendant qu'on la coiffait, buvant du champagne avec ses demoiselles d'honneur et criant périodiquement pour que quelqu'un lui apporte une pastille de menthe. À 14h30, je me rendis dans un petit vestiaire au bout du couloir de la suite nuptiale. J'enfilai la robe de préposé aux fleurs roses poudrées. Elle tombait maladroitement sur mes épaules et la couleur me rendait pâle et fatigué, ce qui, je m'en doutais, était intentionnel. Je me regardai dans le miroir pendant un long moment, puis je fis quelque chose que j'avais planifié très minutieusement dans un coin de ma tête au cours des 3 dernières semaines. J'accrochai la robe vert émeraude à l'arrière de la porte du vestiaire. J'alignai mes talons noirs en dessous. Je posai mon dossier sur la petite table d'appoint. Je plaçai mon téléphone à côté du dossier, en mode silencieux, et je verrouillai le vestiaire qui m'était attribué depuis l'extérieur avec une petite clé en laiton que le country club m'avait donnée. La même clé que je garderai dans une petite poche cousue dans la couture de la robe rose jusqu'à ce que le moment soit venu. Je retournai à la suite nuptiale. Marisol me vit dans l'embrasure de la porte, frappa dans ses mains et dit, « Oh, Sutton, tu es adorable. Cette couleur te va à ravir. » Ma mère acquiesça. Les demoiselles d'honneur aussi. Je souris et les remerciai. Je restai assise dans un coin de la suite pendant l'heure qui suivit, regardant ma sœur se préparer à se marier. Je regardais sa mère s'affairer autour du voile. Je regardais ses amis complimenter chaque angle de son visage. Je la regardais verser une petite larme contrôlée qui ne gâcha pas son maquillage, et je me demandais une dernière fois si je prenais la bonne décision. Puis la coordinatrice vint à la porte et dit, « Les mariés et les préposés, s'il vous plaît, dirigez-vous vers la zone de préparation. C'est l'heure. » La zone de préparation était un petit vestibule au sommet de l'allée de la cérémonie, caché derrière 2 lourdes portes en chêne qui s'ouvriraient au début de la musique.
Je me tins en position, tenant désormais le panier de vrais pétales de rose. La robe rose poudrée tombait mal contre mes genoux, et j'avais du rouge à lèvres rose poudré assorti. Devant moi, ma sœur se tenait en tête de ligne avec mon père à ses côtés. Mon père portait un smoking noir et avait des larmes aux yeux, ce qui me surprit car je ne l'avais jamais vu pleurer de ma vie. He looked down at Marisol and said, "My beautiful girl." Elle lui serra le bras et dit, "Ne gâche pas mon mascara, papa." Il rit. C'était la chose la plus douce que je l'ai jamais vu faire. Je l'ai regardé et je compris pour la première fois de ma vie quelque chose que j'avais passé des décennies à essayer de nommer. Ce n'était pas que mon père ne savait pas comment aimer une fille. C'était qu'il ne savait en aimer qu'une seule à la fois. Et il avait choisi. Il avait choisi bien avant ma naissance, d'une manière profondément inconsciente, que la fille qu'il aimerait serait celle qui était facile à aimer. Et j'allais être celle qui était facile à ignorer. Il n'y avait pas de cruauté là-dedans, pas vraiment. Il y avait seulement une limite. Une petite limite tranquille et terminale sur son cœur. La musique commença. Le canon de Pachelbel arrangé pour le quatuor à cordes s'éleva à travers les portes closes. La coordinatrice, Bethany, les ouvrit lentement. Les 300 invités à l'intérieur se levèrent et se tournèrent vers l'entrée. Les demoiselles d'honneur passèrent en premier, dans l'ordre. Puis la petite nièce de Preston, la demoiselle d'honneur de 6 ans, en robe blanche avec une ceinture de satin. Puis moi. Je marchais lentement, à petits pas, dispersant des pétales de la façon dont Marisol me l'avait ordonné. Je sentais tous les regards de la pièce posés sur moi. Certains étaient bienveillants. Certains étaient curieux. Certains étaient les regards de parents qui ne m'avaient pas vu depuis des années et essayaient de me situer. Je vis tante Rosalyn au 3e rang à gauche, et elle me fit un clin d'œil. Je lui rendis son clin d'œil. Puis vint Marisol au bras de mon père, et toute la pièce retint son souffle à la fois, de la façon dont une foule le fait lorsqu'une mariée entre, et je me tournai pour la regarder comme j'étais censé le faire. Elle était magnifique, je serai toujours honnête à ce sujet. Elle avait choisi une robe bustier avec une jupe immense, ses cheveux châtains étaient relevés par un peigne en diamant et son visage était le genre de visage fait pour les photos. Preston se tenait à l'autel, l'air légèrement mal à l'aise, mais regardant globalement en direction de sa mariée. Ma mère, au premier rang, avait un mouchoir en dentelle pressé contre sa bouche. La cérémonie dura 28 minutes. Il y eut des lectures de 2 cousins, une courte homélie d'un ami de la famille ordonnée pour l'occasion, et l'échange des vœux. Les vœux de Marisol étaient exactement ce à quoi on s'attendait. Les vœux de Preston semblaient avoir été écrits par un consultant en entreprise. Lorsqu'ils furent déclarés mari et femme, la salle éclata sous les applaudissements, tout le monde se leva, et le quatuor à cordes enchaîna sur un morceau de récession joyeux tandis que Marisol et Preston descendaient là les mains dans la main, saluant les invités. Je suivis à la distance qui m'était assignée. Je gardai un visage serein. Je tins mon panier devant moi. La réception était prévue pour commencer à 17h30 dans une salle de bal séparée du country club. Il y eut d'abord un cocktail avec des hors-d'œuvre et du champagne, pendant lequel le cortège prenait des photos officielles sur la pelouse du parcours de golf. J'allais avec le groupe vers le photographe, me tins là où on me disait, penchai la tête là où on me disait, souris là où on me disait. Marisol posa dans environ 40 configurations différentes. Bethany, la coordinatrice, relevait sa traîne. Le photographe enchaîna des centaines de clichés. Mes joues commencèrent à me faire mal à force de sourire. Après la dernière photo de groupe, vers 17h15, j'ai dit à ma mère que je devais aller aux toilettes avant le début de la réception. Ma mère était au milieu d'une conversation avec la mère de Preston, dont j'avais déjà oublié le prénom, et elle m'écarta d'un geste de la main sans même tourner la tête. Je traversai le couloir principal du club, passai devant la salle de bal où les invités commençaient à s'installer et à trouver leur place, passai devant le vestiaire, puis devant le petit couloir menant à la suite nuptiale. Je tournai à droite. Je marchai dans le couloir vers le petit vestiaire où j'avais laissé mes affaires. Je déverrouillai la porte. J'entrai. Je la verrouillai derrière moi. Je me regardai dans le miroir dans ma robe rose poudrée. Et je hochai la tête une fois, non pas pour me motiver, mais juste pour la reconnaître, elle, la personne que j'avais été pendant 34 ans, la fille dans la robe laide, la fille fiable, l'ombre. Je dis doucement, merci. Et puis je commençai à me changer. La robe rose poudrée s'enleva et je la posai sur le dossier de la chaise.
J'ouvris la housse à vêtements. J'enfilai la robe en soie vert émeraude et la remontai sur mes épaules. Je fermai la fermeture éclair latérale. Je glissai mes pieds dans les talons noirs. Je défilai le chignon bas que ma mère avait exigé et détaché mes cheveux. Puis je les coiffai avec mes doigts pour qu'ils retombent en vagues sombres dans mon dos. J'essuyai le rouge à lèvres rose poudré pour le remplacer par un rouge profond que j'avais apporté dans mon sac. Je retirai les petites boucles d'oreilles en perles que ma mère m'avait prêtées et je mis mes propres petites créoles en or que Kenji m'avait offertes pour mes 30 ans. Je me regardai dans le miroir une fois de plus. La personne qui me regardait était une femme que je reconnaissais. Elle était la femme qui s'était tenue sur la scène de la salle de bal de Saint-Louis 2 semaines plus tôt et qui avait prononcé un discours devant 600 personnes. Elle était la femme qui avait négocié ses propres conditions de rémunération, qui avait acheté son propre appartement à Bellevue en payant la compte en espèces, qui avait financé ses propres études supérieures, qui avait construit sa propre vie à partir de rien. Sans l'aide des personnes qui étaient censées la lui offrir. Elle était aussi la femme qui avait grandi dans une petite maison en briques à Chesterfield, dans le Missouri, et qui s'apprêtait à entrer dans la salle de réception du mariage de sa sœur d'une manière dont elle n'était encore jamais entrée dans une pièce. Je ramassai le dossier. Je pris mon téléphone. Je déverrouillai la porte. Le couloir était vide. Depuis la salle de bal, j'entendais le murmure des invités qui trouvaient leur table, les sons étouffés du quatuor à cordes passant au jazz, le tintement des coupes de champagne. Je marchais lentement dans le couloir, la soie émeraude murmurant contre mes chevilles, et je sentais les battements de mon cœur, calmes et réguliers, à la base de ma gorge. À l'entrée de la salle de bal, Bethany, la coordinatrice, me vit. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle fit un petit pas en avant et dit, « Sutton, attends. Tu es censé être. » Puis sa voix s'éteignit parce qu'elle vit l'expression de mon visage et comprit qu'aucune coordinatrice de mariage n'allait changer ce qui était sur le point de se produire. Je lui adressai un petit sourire bienveillant et je passai devant elle pour entrer dans la pièce. Des têtes se tournèrent, pas toutes en même temps. D'abord les invités près de la porte, puis les invités aux tables les plus proches de moi. Puis, à mesure que l'onde se propageait dans la pièce, de plus en plus de têtes se tournèrent jusqu'à ce que, finalement, la table d'honneur où était assis ma sœur, son nouvel époux, mes parents et le cortège sur une estrade surélevée se tournent également. Ma mère me vit la première. Son visage devint blême. Mon père me vit ensuite. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, comme s'il s'apprêtait à parler, puis se referma car il ne trouvait pas ses mots. Preston leva les yeux de sa coupe de champagne et cligna des yeux. Et ma sœur Marisol, le jour de son mariage, dans sa robe bustier blanche avec son peigne en diamant brillant dans ses cheveux châtains, me regarda à travers une pièce de 300 personnes. Et je vis passer dans ses yeux quelque chose que je n'y avais jamais vu en 34 ans. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la confusion. C'était de la reconnaissance. Pendant une seconde entière, ma sœur m'a vu, et elle a eu peur. Je marchai vers le devant de la pièce, non pas vers la table d'honneur, mais vers la petite scène sur le côté où le groupe s'était installé, là où un micro était prêt pour les toasts qui allaient suivre au cours de la soirée. Je montai sur la scène. Je posai le dossier sur la petite table d'appoint à côté du pied du micro. Je regardais la salle. Le groupe s'était arrêté de jouer. Les serveurs s'étaient figés sur place, tenant leur plateau. Je saisis le micro. Je tapotai dessus une fois. Il était branché. « Bonsoir, dis-je. Je m'appelle Sutton Vale. Je suis la jeune sœur de la mariée. Et avant que les toasts ne commencent ce soir, j'aimerais dire quelques mots. » Personne ne bougea. 300 personnes, la plupart en robe de cocktail et en costume sombre, étaient assises, figées dans la douce lumière dorée de la salle de bal du country club. Regardant une femme dans une robe vert émeraude qu'ils n'avaient jamais vue auparavant parler dans un micro qui n'était pas censé être utilisé avant le deuxième plat. Je les regardais tous et je trouvais, dans la section de devant, la table où mes parents étaient assis avec les parents de Preston et quelques amis proches de la famille. Je trouvais le regard de ma mère. Elle pleurait déjà, mais pas de la même manière que pendant la cérémonie. C'était différent. C'étaient les pleurs d'une femme qui réalisait qu'elle était sur le point de perdre le contrôle d'une histoire qu'elle racontait depuis 34 ans. Je pris une inspiration lente, puis je commençai. J'ai beaucoup réfléchi, dis-je, à ce qu'est un mariage, à ce que cela signifie de se tenir devant les gens qui vous aiment et de promettre le reste de votre vie à une autre personne.
C'est l'un des jours les plus importants qu'une personne puisse vivre. Et je ne veux rien enlever à l'engagement que ma sœur et Preston ont pris aujourd'hui. Je serai donc brève et honnête, car j'aime trop cette famille pour mentir dans une pièce aussi importante. Je fis une pause. La pièce était si silencieuse que j'entendais le doux bourdonnement du lustre au-dessus de moi. Il y a 3 semaines, dis-je, mon père m'a appelé au téléphone. Il m'a dit que si je ne marchais pas derrière ma sœur à son mariage aujourd'hui, en dispersant des pétales de rose d'un panier, ma mère et lui supprimeraient l'argent qu'il m'envoyait pour mon éducation. Il appelait cela mes frais de scolarité. Il appelait cela le fonds d'éducation. Et il a dit que si je ne faisais pas ce petit geste pour ma sœur, cet argent s'arrêterait. Je regardais le visage de mon père. Il était passé de blanc à gris. Sa mâchoire était crispée. Le père de Preston se penchait vers lui murmurant quelque chose, mais mon père ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur moi. Je veux être clair, dis-je. Ce n'est pas une histoire de mariage. C'est l'histoire d'une famille, et je ne partagerai pas cela dans cette pièce à ce moment précis si mon père n'en avait pas fait une condition de ma participation. Mais il en a fait une condition. Et j'ai décidé il y a 3 semaines que si ma présence dans cette famille devait être traitée comme une transaction financière, alors la vérité sur cette transaction méritait de faire partie de l'histoire. Une femme à une table près du milieu de la salle laissa échapper un petit soupir de surprise. Je ne la regardais pas. Je continuais à balayer régulièrement la salle du regard, accordant à chaque visage une petite attention pour que personne ne se sente ignoré. J'ai obtenu mon diplôme de l'Université du Missouri en 2013, dis-je. J'étais dans les premiers 5% de ma promotion. Mes parents n'ont pas assisté à la cérémonie. Ils avaient un problème d'emploi du temps. Je fis une pause parce que cette phrase méritait une pause. J'ai déménagé à Seattle 3 semaines plus tard, continuai-je, et j'ai commencé à travailler comme ingénieur logiciel. J'ai remboursé mes prêts étudiants, la totalité des $38 000, d'ici 2016 en utilisant uniquement mes propres revenus. Mes parents ne le savaient pas parce qu'ils ne me l'ont jamais demandé. J'ai commencé à financer moi-même mes études supérieures en 2017, en payant en espèces à partir de mes salaires, et j'ai obtenu mon diplôme de master en informatique de l'Université de Washington en 2019. J'ai obtenu mon diplôme en tant que major de ma promotion. Mes parents n'ont pas non plus assisté à cette cérémonie. Ils ont dit que Marisol traversait une rupture difficile ce week-end-là. Je jetai un coup d'œil à ma sœur. Marisol me fixait, les lèvres légèrement entr'ouvertes, et Preston à ses côtés avait posé sa coupe de champagne et regardait sa nouvelle épouse avec une expression que je ne parvenais pas tout à fait à décrypter. Ce n'était pas vraiment de la peur. C'était un recalcul. Au cours des 11 dernières années, dis-je, mes parents m'ont envoyé $2000 par semestre, ce qu'ils appellent mon fonds d'éducation. Ils l'évoquaient lors des dîners de famille, pendant les fêtes, auprès de nos proches et de leurs amis comme preuve de leur générosité. Je n'avais pas besoin de cet argent. Je n'en ai plus eu besoin depuis 2015. Je n'en ai pas dépensé un seul dollar. J'ai placé chaque dépôt sur un compte d'épargne et je l'ai laissé fructifier parce que je ne savais pas comment leur dire que je n'en avais pas besoin sans blesser leur sensibilité. J'ouvris le dossier. J'en sortis le premier document. Je le tins brièvement en l'air, même si je savais que personne ne pouvait le lire de cette distance. C'était symbolique. C'était là tout l'intérêt. Ce matin même, dis-je, ce compte contient $41 418. Chaque centime provient de mes parents, et je le leur restitue aujourd'hui même dans son intégralité, avec les intérêts. Un murmure parcourut la salle comme le vent sur l'eau. Ma mère tendit le bras par-dessus la table et serra le bras de mon père. Mon père ne bougea pas. Maintenant, dis-je, la voix ferme. Je veux être très clair sur les raisons pour lesquelles je fais cela. Ce n'est pas parce que je suis en colère. Ce n'est pas parce que je veux embarrasser qui que ce soit. C'est parce qu'il y a 3 semaines, mon père a essayé d'utiliser l'argent comme un moyen de pression sur moi. Il a essayé d'utiliser de l'argent qu'il pensait indispensable pour me forcer à jouer un rôle que je ne voulais pas jouer. Et je veux que les gens dans cette pièce, en particulier ceux de ma famille, comprennent que l'argent ne fonctionne comme une arme que lorsque la personne qui le reçoit en dépend. Je ne dépends plus de mes parents depuis que j'ai 22 ans. Je posai le premier document. Je pris le second, la copie de ma lettre d'offre d'emploi actuelle. Je travaille actuellement, dis-je, en tant qu'ingénieur logiciel principal dans une entreprise dont la plupart d'entre vous ont entendu parler. Je dirige une équipe de 11 personnes.
ma rémunération annuelle globale, comprenant le salaire de base, les actions et les primes, est d'environ 430 000 $. J'entendis quelqu'un à l'arrière de la salle chuchoter, d'où Jésus. Je ne souris pas. Je n'élevai pas la voix. Je maintins le micro stable. Je partage ce chiffre, continuai-je, non pas parce que j'en suis fier de la manière dont on pourrait s'y attendre. Je suis fier du travail que je fais, je suis fier de l'équipe que je dirige et je suis fier de la personne que je suis devenue. Mais je partage ce chiffre pour une raison bien précise. Je le partage parce que pendant 34 ans dans cette famille, on m'a décrite comme la fille fiable, la fille discrète, celle qui n'a pas besoin de grand-chose. Celle qui travaille avec des ordinateurs ou un truc du genre. Ces descriptions n'étaient pas exactes. Elles étaient commodes. C'était l'histoire que ma famille se racontait pour ne pas avoir à me voir clairement. Je regardais ma mère. Son mouchoir était à nouveau pressé contre sa bouche, mais pas pour essuyer des larmes cette fois, pour autre chose. Je regardais ma sœur. Marisol fixait la table. Je n'en veux pas à ma sœur pour quoi que ce soit, dis-je, et je le pensais. Marisol a reçu beaucoup d'attention en grandissant. Elle a eu les cours de danse. Elle a eu les nouvelles robes. Elle a eu la lumière du soleil. Ce n'était pas sa faute. C'était une enfant, puis une adolescente, puis une jeune femme, et elle a pris ce qu'on lui donnait, tout comme chacun d'entre nous l'aurait fait. Je ne suis pas là ce soir pour l'attaquer. Je suis là pour corriger l'histoire. Je me tournai légèrement pour m'adresser plus directement à la table d'honneur. Marisol, toutes mes félicitations pour ton mariage. Je le pense sincèrement. Preston, bienvenue dans la famille. J'espère que vous construirez quelque chose de magnifique ensemble. Maman, papa, je vous aime tous les deux et je vous aimerai toujours. Mais je ne suis pas la fille que vous pensiez avoir. Je ne suis plus cette fille depuis longtemps. Et je ne vais pas continuer à faire semblant pour que vous puissiez continuer à raconter la version de l'histoire qui vous arrange. Je pris le 3e document. Je ne le brandis pas. Je le posai simplement sur les 2 autres, car le message était passé. Il reste encore une chose, dis-je, et ensuite je descendrai pour laisser la réception se poursuivre. Ce matin, avant de me rendre au country club, j'ai rédigé un chèque. Il est d'un montant de 41 418 $. Il est libellé à l'ordre de mes parents. Je le leur remettrai personnellement avant de partir ce soir. Il représente chaque dollar qu'ils m'ont donné depuis mon entrée à l'université. Je le leur restitue parce que je ne veux pas être, et je n'ai jamais été, une fille qu'on peut acheter. Je fis une pause finale. La dernière chose que je veux dire, dis-je, c'est ceci. Si vous êtes dans cette pièce ce soir et qu'on vous a déjà dit dans votre famille que vous étiez la personne fiable, facile, ou que vous n'aviez pas besoin de grand-chose, je veux que vous m'entendiez. Vous avez le droit de vous construire une vie si pleine que lorsque les gens qui vous ont élevé lèveront enfin les yeux, ils ne reconnaîtront pas ce que vous êtes devenu. Ce n'est pas une trahison. C'est de la survie. Et c'est, en fin de compte, une forme d'amour. Je reposai le micro délicatement sur son support. Je pris le dossier. Je descendis de la scène. La salle n'applaudit pas. Elle ne hua pas non plus. Elle resta dans un silence immense et total, de la façon dont une forêt se tait après un coup de tonnerre. Je remontai l'allée centrale entre les tables, passant devant des visages que je reconnaissais et d'autres non, devant tante Rosalyn, qui avait une main posée sur le cœur et des larmes coulant sur ses joues, devant la coordinatrice Bethany, qui se tenait la bouche grande ouverte près de la porte. Et je sortis de la salle de bal pour rejoindre le couloir menant aux portes d'entrée du country club. J'atteignis le parking avant que quiconque ne me rattrape. L'air du soir à Chesterfield à la mi-avril est frais, vert et sent légèrement l'herbe coupée et l'essence, et je restai un moment à côté de ma berline de location grise, à l'inspirer profondément, ma robe émeraude captant les dernières lueurs du soleil. J'avais pensé que je pleurais en sortant. J'avais pensé que l'adrénaline retomberait et que quelque chose s'effondrerait. Au lieu de cela, je me sentais calme, profondément et étrangement calme, comme quelqu'un qui vient enfin de poser une valise qu'elle ne savait pas porter. Puis la porte du country club s'ouvrit brusquement derrière moi et j'entendis la voix de ma mère, haute et brisée, m'appeler. « Sutton, dit-elle. Sutton, arrête-toi. Arrête-toi tout de suite. » Je me retournai. Elle se dépêchait de traverser le parking dans sa longue robe argentée de mère de la mariée, tenant sa jupe d'une main pour ne pas trébucher, l'autre tendue vers moi. Mon père la suivait,
marchant d'un pas plus rapide que d'habitude, le visage de la couleur d'une ecchymose. Derrière eux, à une certaine distance, je voyais ma sœur Marisol debout dans l'embrasure de la porte du club, toujours dans sa robe de mariée, tenant une main devant sa bouche. Preston était à côté d'elle, mais il regardait son téléphone. Ma mère m'atteignit la première. Elle me saisit fermement le bras et me dit « Comment as-tu pu ? Comment as-tu pu faire cela à ta sœur le jour de son mariage ? Comment as-tu pu humilier cette famille devant 300 personnes ?» Je regardais sa main sur mon bras. Puis je relevai les yeux vers son visage. « Maman, dis-je, s'il te plaît, lâche mon bras. » Elle me lâcha, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que quelque chose dans ma voix avait changé de manière permanente au cours des 20 dernières minutes. Elle l'avait entendu et elle avait compris à un niveau instinctif qu'elle n'allait plus pouvoir m'agripper ainsi. Mon père nous rattrapa. Il dit, « Sutton, tu vas retourner là-dedans. Tu vas t'excuser auprès de ta sœur. Tu vas t'excuser auprès de la famille de Preston, et ensuite nous allons trouver un moyen de sauver ce qui peut l'être. » Papa, dis-je, je ne retourne pas là-dedans. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu as fait passer ton message, dit ma mère. Tu as fait passer ton message. Maintenant, nous pouvons être raisonnables. Sutton, s'il te plaît, entre, viens dîner. Nous pourrons en parler demain. Je la regardais vraiment pour la première fois depuis des années. Ma mère, de Linval, avait 63 ans. Elle avait passé toute sa vie d'adulte à façonner l'image d'une famille qui n'avait presque rien à voir avec ce que notre famille était réellement. Elle avait voulu un certain type de fille et, lorsqu'elle en avait eu deux, elle en avait choisi une et avait discrètement délaissé l'autre. Et maintenant, dans un parking devant un country club, avec un budget de mariage qu'elle ne pouvait pas se permettre, elle me demandait de rentrer à l'intérieur et de manger de la côte de bœuf comme si de rien n'était. Maman, dis-je, je t'aime. Je veux que tu m'entendes, je t'aime. But I am not going back inside. Et je ne vais plus jamais faire semblant de ne pas me souvenir de ce à quoi ma vie a réellement ressemblé dans cette famille. La voix de mon père se glaça. Sutton, dit-il, si tu montes dans cette voiture et que tu t'en vas, tu ne dois plus t'attendre à avoir de nouvelles de ta mère ou de moi. Comprends-tu ce que tu es en train de faire ? Je comprends exactement ce que je fais, dis-je. Et vous, comprenez-vous ? Il cligna des yeux. Il ne s'attendait pas à la question. J'ouvris le dossier. Je sortis le chèque que j'avais rédigé le matin même dans ma chambre d'hôtel, sur le petit bureau près de la fenêtre. Je le tendis à mon père. Il ne le prit pas. Je le posai donc sur le capot de la voiture de location, et je plaçai le dossier à côté pour que le vent ne l'emporte pas. C'est l'argent, dis-je. Chaque dollar que vous m'avez donné pour mes études, avec les intérêts. Prenez-le, s'il vous plaît. Et si cela vous aide à vous sentir mieux, dites à tout le monde demain que vous ne m'avez jamais rien donné. Racontez l'histoire comme vous avez besoin de la raconter. Mais cet argent est à vous. Ma mère pleurait à présent. Ce n'étaient pas les pleurs de la cérémonie. De vrais pleurs. Le genre qui défigure le visage et dont on se moque. Sutton, dit-elle, nous avons fait de notre mieux. We loved you. Nous avons fait de notre mieux. Je sais que vous l'avez fait, maman, dis-je doucement. Et je le pensais. Je sais que vous l'avez fait. Mais votre mieux n'incluait pas le fait de me voir. Et j'ai passé 34 ans à faire semblant que si. Je ne suis pas en colère. Je ne suis même plus blessé. La plupart du temps, j'ai juste fini. J'ai fini de faire semblant. Je regardais au-delà d'elle vers ma sœur, toujours debout dans l'embrasure de la porte du club. Marisol avait baissé sa main de sa bouche. Elle me regardait à travers le parking et je ne parvenais pas à savoir ce qu'elle pensait. Et je réalisais, là, dans les dernières lueurs du soleil, que je n'avais jamais été capable de savoir ce que ma sœur pensait et que je ne le saurais probablement jamais. C'était là aussi un deuil que je pouvais déposer. Je me tournai vers mon père. Papa, ai-je dit, je veux que tu saches quelque chose. Je n'ai pas fait cela pour te blesser. Je n'ai pas fait cela pour blesser Marisol. Je l'ai fait parce que tu m'as donné un ultimatum. Et je voulais que tu comprennes que les ultimatums ne fonctionnent que lorsque la personne à qui tu les donnes est plus petite que toi. Je ne suis plus petite que toi. Je ne le suis plus depuis longtemps. Je ne voulais pas que cela sorte ainsi. Mais tu en as fait une condition, alors c'est sorti ainsi.
Mon père ne répondit pas. Il regarda le chèque sur le capot de la voiture. Il regarda le dossier à côté. Il me regarda à nouveau. Sa bouche s'ouvrit une fois puis se referma. Et puis, pour la deuxième fois de la journée, je vis quelque chose se passer sur son visage que je n'avais encore jamais vu. Mon père, Romanval, 65 ans, vendeur d'assurance commerciale, partisan de la tradition, des apparences et de faire les choses de la bonne manière, ne pleura pas vraiment. Mais ses yeux s'embuèrent et il ressembla pendant une seconde entière à un homme qui voyait sa fille cadette pour la toute première fois. Puis il se tourna, ramassa le chèque, prit le dossier et retourna vers le country club sans un mot de plus. Ma mère resta. Elle se tienne dans le parking dans sa robe argentée, son mascara coulant, son mouchoir froissé dans son poing et elle dit, « Sutton, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. »« S'il te plaît, maman, dis-je. Je vais t'envoyer un email dans quelques jours. Il contiendra mon numéro de téléphone, mon adresse et une invitation à venir me voir à Seattle si tu le souhaites un jour. Mais que tu viennes ou non dépend de toi. Je ne vais plus te courir après. J'ai passé ma vie entière à te courir après. J'ai fini. » Je montai dans la voiture. Je fermai la portière. Je démarrai le moteur. Ma mère se tint devant la voiture un instant, puis elle s'écarta parce qu'elle comprit enfin que j'allais partir, qu'elle bouge ou non. Je sortis du parking. Je passai devant le country club. Je passai devant le terrain de golf où les photos de mariage avaient été prises 3 heures plus tôt. Je passai devant les petits étangs, les pelouses impeccables et le panneau indiquant « réservé aux membres ». Et je m'engageai sur l'autoroute en direction de l'aéroport, et je conduisis, et je ne pleurais pas, et je n'allumais pas la radio, et je ne regardais pas mon téléphone, et pendant la première heure de ce trajet, je ne me permis de penser à absolument rien. À l'aéroport, je rendis la voiture de location. J'enregistrai mon sac. Je passai la sécurité. Je m'assis à ma porte d'embarquement pendant 40 minutes à regarder les avions décoller à travers les immenses baies vitrées, et c'est seulement à ce moment-là que je sortis mon téléphone. J'avais 37 appels manqués. 22 de ma mère, 9 de mon père, 4 de Marisol, et 2, contre toute attente, de tante Rosalyn. J'appelai d'abord tante Rosalyn. Elle répondit dès la première sonnerie. « Ma chérie, dit-elle d'une voix tremblante. Ma chérie, je veux que tu saches quelque chose. Je suis dans cette famille depuis 81 ans, plus longtemps que n'importe lequel d'entre eux. Et ce que tu as fait ce soir est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue à un mariage. Je suis si fier de toi. Je suis si fier de toi, ma chérie. » Je me mis à pleurer alors, doucement, dans l'aéroport à la porte B14, dans ma robe vert émeraude, tenant le téléphone contre mon oreille. Je pleurai pendant environ 2 minutes. Tante Rosalyn ne dit rien. Elle respirait simplement à l'autre bout du fil, me laissant faire. Quand je pus de nouveau parler, je dis « Merci, tante Rosalyn. Merci de m'avoir vu. »« Oh, ma chérie, dit-elle. Je t'ai toujours vu. Je ne savais simplement pas comment te le dire. » Je montai dans l'avion. Je m'assis à ma place, la 14A, côté hublot. Je regardais le tarmac pendant que nous roulions. Je pensais à ma sœur dans sa robe de mariée, à ma mère dans le parking, et à mon père retournant vers le country club, le dossier à la main. Et je pensais, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste la fin d'un chapitre. L'avion décolla. Je m'endormis avant que nous n'atteignions notre altitude de croisière. Je ne rêvais pas. J'atterris à Seattle à 23h40, pris un taxi pour rentrer chez moi, et dormis pendant 11 heures. Quand je me réveillai, il était presque midi dimanche, et mon appartement était baigné de cette douce lumière grise du nord-ouest Pacifique qui ressemble toujours à une main posée sur le front. Poppy était assise au pied de mon lit, me fixant avec l'air profondément offensé d'un chat qui a été laissé seul pendant 2 jours. Je la pris dans mes bras et la serrai contre ma poitrine pendant un long moment avant même de sortir du lit. Je ne regardais pas mon téléphone avant d'avoir pris mon petit déjeuner et d'avoir fait une promenade autour de Meadowbower Bay Park. Je voulais me sentir moi-même, dans ma propre ville, dans mon propre corps, avant de laisser le reste du monde revenir. Quand j'ouvris enfin mes messages, j'avais 118 SMS, 41 messages vocaux et quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout, 4 messages distincts de cousins du côté de mon père à qui j'avais à peine parlé depuis des années. Tous disaient à peu près la même chose, Sutton, je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé.
Je veux que tu saches que j'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont il te traitait, je n'ai jamais rien dit et j'aurais dû. Je m'assis sur mon canapé et je lus ces messages 2 fois, parce qu'il s'avérait que d'autres personnes avaient vu tout au long. Il n'avait rien dit parce que c'est ce que font la plupart des gens. Ils voient et ils se taisent. Mais ils avaient vu. Ma souffrance dans cette famille n'avait pas été invisible. Elle avait simplement été indicible. Il y avait aussi un message de ma sœur Marisol. Il était court. Il disait, « Sutton, je ne sais pas quoi dire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, ne me contacte pas pendant un moment. » Je restais assise avec ce message pendant environ 10 minutes. Puis je tapais en retour, « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je t'aime. » C'était tout. Je ne me défendis pas. Je ne m'expliquais pas davantage. J'avais dit ce que j'avais à dire dans la salle de bal. Il y avait un message de mon père. Il faisait 2 phrases. Il disait, « Nous avons reçu le chèque. Ta mère est très affectée. » C'était tout. Je n'y répondis pas. Il n'y avait aucun message de ma mère, pas directement pour moi. Mais 3 jours plus tard, le mercredi, je reçus un email d'elle, de son compte Gmail, avec pour objet, « J'ai réfléchi ». L'email faisait 4 paragraphes. Je le lus une fois le matin, puis à nouveau au déjeuner, et encore le soir. Et je le laissai se déposer lentement en moi au cours des jours suivants. Dedans, ma mère ne s'excusait pas tout à fait. Ce n'était pas une femme qui savait présenter des excuses complètes, mais elle écrivit quelque chose d'approchant. Elle disait, « Sutton, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit et aux années qui l'ont précédé. J'ai pensé à la façon dont je parlais de toi et de ta sœur, et à la différence entre les deux. J'ai pensé au moment où tu as essayé de me dire des choses sur ta vie et où je n'ai pas écouté. Je ne t'écris pas pour me défendre car il n'y a pas grand-chose que je puisse défendre. J'écris parce que je ne veux pas perdre ma fille. Si tu es prête à parler, quand tu le seras, j'aimerais essayer. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais j'aimerais essayer. » Je ne répondis pas tout de suite. Je laissai s'écouler 2 semaines. Je voulais m'assurer que lorsque je lui répondrais, je le ferais d'un endroit qui ne soit pas à vif. En attendant, je retournai au travail. Je prononçai un autre discours d'ouverture. J'embauchai une nouvelle ingénieure pour mon équipe, une jeune femme originaire du Bangladesh qui me rappelait d'une manière étrange et douce la personne que j'étais à 23 ans. Et je m'assurai, lors de son intégration, qu'elle sache que son travail allait être reconnu, et que si elle se sentait un jour invisible au sein de mon équipe, elle devait me le dire, car l'invisibilité est une blessure dont je connais bien la forme. Je répondis finalement à ma mère au début du mois de mai. Je lui dis que j'étais prête à parler. Je lui dis que cela devrait se faire d'abord par téléphone, pas en personne, et que je devrais être celle qui planifie les appels. Je lui dis que je ne cherchais pas d'excuses, pas vraiment. Ce que je cherchais, c'était un témoignage. Je voulais qu'elle entende les parties de mon enfance qu'elle n'avait pas vues. Et je voulais qu'elle se confronte à elle sans se défendre, sans esquiver, sans ramener la conversation à Marisol. Je lui dis que si elle ne pouvait pas faire cela, nous pourrions toujours nous aimer à distance, et que cela devrait suffire. Elle me répondit dans l'heure qui suivit. Elle écrivit, « D'accord. » Le premier appel dura 40 minutes et fut difficile. Elle pleura pendant la majeure partie du temps. Il y eut un moment, à peu près au milieu, où elle essaya de dire, « Eh bien, nous avons toujours pensé que tu étais si indépendante. » Je l'arrêtai doucement et lui dis, « Maman, j'ai besoin que tu réfléchisses à qui m'a appris à être indépendante. C'est toi. C'est toi et papa. C'est vous deux qui avez décidé que Marisol avait besoin de vous, et pas moi. Je ne suis pas sorti du ventre de ma mère indépendante. Je le suis devenu parce qu'il n'y avait pas d'autre option possible. S'il te plaît, n'utilise pas le mot indépendante comme s'il s'agissait d'un trait de caractère avec lequel je suis né. C'est une forme que j'ai fini par prendre parce que c'était la forme de l'espace que vous m'aviez laissé. » Elle resta silencieuse pendant un long moment. Et puis elle dit, « Sutton, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Je suis tellement désolée. » Ce fut la première phrase d'excuse inconditionnelle que j'entendis de la bouche de ma mère de toute ma vie. Nous eûmes 4 autres appels au cours des 2 mois suivants. Ils devinrent plus faciles par certains côtés et plus difficiles par d'autres. Mon père n'appela pas. Je ne l'appelais pas non plus. Je compris que les hommes de sa génération, dans sa famille,
avec son architecture émotionnelle particulière, ne savait pas comment faire amende honorable. S'il me contactait un jour, je répondrais. S'il ne le faisait pas, je ne lui courais pas après. Après 6 semaines de silence, ma sœur Marisol m'envoya un email. Elle admit qu'elle avait toujours su qu'elle était l'enfant préféré et qu'elle avait pris plus que sa part. J'acceptai de reconstruire lentement notre relation. Nous commençâmes par des conversations ordinaires, et lorsqu'elle me rendit visite à Seattle, elle avoua que son mariage lui faisait perdre son identité. Je l'ai soutenu. Mon père me rendit visite plus tard, constatant enfin la vie que j'avais bâtie, et m'offrit de discrètes excuses pour son ignorance passée. Ma mère me révéla ensuite qu'ils avaient encaissé le chèque de 41 418 $ que j'avais laissé sur leur voiture de location après le mariage, mais qu'ils ne l'avaient pas dépensé. Je leur demandai de le donner anonymement à un fonds de bourse d'études en informatique pour les femmes de première génération à l'université du Missouri. Mon père ajouta secrètement 10 000 $ de son propre argent de retraite au fonds. Ce geste guérit la blessure de mon enfance. Lorsque mon père eut besoin d'une chirurgie cardiaque, je pris l'avion pour Saint-Louis pour le soutenir. Nous nous rapprochâmes, et il me montra son testament mis à jour, qui partageait désormais sa succession équitablement entre Marisol et moi. Je lui dis que je n'avais pas besoin de cet argent, mais son geste signifiait tout. Mon ami Kenji me rappela que les gens ne peuvent pas vous voir tant que vous ne vous rendez pas impossible à ignorer. Marisol finit par divorcer de son mari infidèle et trouva le bonheur dans la poterie. Mon père se rétablit et commença à s'intéresser sincèrement à ma vie. Ma mère rejoignit un groupe de soutien et se corrigeait activement lorsqu'elle retombait dans son ancien favoritisme. Je fréquente désormais Ellis, un architecte attentionné, et ma tante Rosalyn m'a laissé un vase pour des fleurs avant de s'éteindre. Je me tiens enfin au centre de ma propre vie, sans plus être relégué au bord du cadre. La bourse d'études de l'Université du Missouri a été attribuée à sa première bénéficiaire à l'automne 2026, une jeune femme de Sidélia nommée Jerica, qui était la première de sa famille à faire des études supérieures et qui se spécialisait en informatique. Ma mère écrivit au bureau de l'aide financière pour demander discrètement s'il était possible d'envoyer à Jerica un mot d'encouragement anonyme. Le bureau accepta. Ma mère rédigea une courte lettre et l'envoya. Elle ne me la montra pas, mais elle me dit qu'elle l'avait signée, d'une mère qui aurait aimé faire mieux. Je pleurai doucement quand elle me raconta cela au téléphone, je la laissai m'entendre. Voilà les nouvelles. Voilà où en sont les choses. À présent, je veux dire quelque chose à quiconque regarde ceci. Car si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sachiez que je n'ai pas raconté cette histoire pour punir mes parents, pour embarrasser ma sœur ou pour rabaisser qui que ce soit dans ma famille. Je l'ai raconté parce que je sais, avec cette certitude ancrée au plus profond de mes os, qu'il y a d'autres personnes en ce moment même dans une petite maison en briques dans une rue tranquille avec des pelouses photocopiées, qui sont l'enfant fiable, l'ombre qui rend le soleil visible. Des personnes que l'on a qualifiées d'indépendantes tant de fois qu'elles ont oublié que l'indépendance n'est pas une personnalité, mais une blessure. Je veux que vous entendiez ceci. Vous n'avez pas besoin de brûler votre famille pour être vu par elle. Vous n'avez pas besoin de faire un scandale à un mariage. Vous n'avez pas besoin de rendre un chèque sur le capot d'une voiture de location dans un parking. Ces choses ont fonctionné pour moi à ce moment-là en raison de la configuration bien particulière de ma propre famille, et parce que j'avais passé 34 ans à construire discrètement une vie capable de résister à ce qui allait suivre. S'il vous plaît, ne faites pas exploser votre monde simplement parce qu'un inconnu sur Internet a raconté une belle histoire. S'il vous plaît, construisez d'abord. Construisez en silence. Construisez avec soin. Construisez la version de vous-même qui a des options, afin que le moment venu, et il viendra, vous puissiez choisir la pièce dans laquelle vous entrez.